On continue la lecture de notre livre Finances d'entreprise, théorie et pratique de l'entreprise tunisienne. Merci de faire un like et de s'abonner à ma chaîne. Donc, on est toujours dans le chapitre qui concerne la forme et la composante de l'analyse financière. Après avoir introduit tous les éléments de l'analyse financière, on est entré dans le cadre général de l'analyse financière. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans l'analyse financière? Quelle est la définition de l'analyse financière? Et nous continuons le chapitre 10. Nous conseillons aux lecteurs d'être très prudents lorsque les systèmes d'incitation ont été étendus pour inclure la majorité des employés d'une entreprise. Premièrement, les stock options ne peuvent pas être utilisés pour acheter de la nourriture ou payer des loyers et les salaires doivent donc rester la principale source de revenus pour les salariés non qualifiés. Deuxièmement, si la position d'une entreprise commence à se détériorer, ses meilleurs talents quitteront assez rapidement le navire après avoir exercé leurs options d'achat d'actions avant qu'elles ne deviennent sans valeur. Ceux qui restent à bord risquent de ne pas saisir ce qui se passe jusqu'à ce qu'il soit trop tard, perdant ainsi un temps précieux. C'est ce qui est arrivé aux entreprises dites de la nouvelle économie qui ont distribué des options d'achat d'actions comme forme standard de rémunération. C'est un système idéal quand tout va bien, mais très dangereux en cas de crise car il exacerbe les difficultés de l'entreprise. Maintenant, surtout aux États-Unis, pour inciter les employés, surtout les hauts cadres et dirigeants du haut management, donc les dirigeants distribuent des options d'achat d'actions gratuites. Et ces options sont négociées en bourse, ils sont vendus en bourse et ils ont de la valeur dès que l'entreprise a de la valeur. Dès que l'entreprise, sa valeur se détériore sur le marché, ces options perdent de valeur. Culture d'entreprise. La culture d'entreprise est probablement très difficile à évaluer pour un observateur extérieur. Néanmoins, il représente un facteur clé, en particulier lorsqu'une entreprise se lance dans des acquisitions ou des projets de diversification. Une entreprise monolithique est très centralisée avec une expertise spécifique sur un nombre limité de produits aura du mal à diversifier ses activités car elle cherchera probablement à appliquer les mêmes méthodes à sa cible, perturbant ainsi l'élan de cette dernière. Une évaluation de la politique comptable d'une entreprise. On ne saurait trop insister sur l'importance d'analyser le rapport des commissions aux comptes et de considérer les principes comptables retenus avant de se lancer dans une analyse financière des comptes d'une entreprise. Si les principes comptables d'une entreprise sont conformes aux pratiques, alors les lecteurs pourront étudier les comptes avec un niveau d'assurance assez élevé sur leur pertinence, c'est-à-dire leur capacité à refléter fidèlement la réalité économique de l'entreprise. À l'inverse, si les lecteurs détectent des anomalies ou des pratiques comptables qui s'écartent de la norme, il n'y a pas lieu d'examiner les comptes car ils donnent une image déformée de la réalité économique de l'entreprise. Dans de telles circonstances, nous ne pouvons que conseiller aux prêteurs de ne pas prêter ou de céder ses prêts dans les plus brefs délais et à l'actionnaire de ne pas acheter d'actions ou de vendre celles qu'il détient déjà dans les meilleurs délais. Une entreprise qui adopte des principes comptables qui s'écartent des normes habituelles ne le fait pas par hasard. Selon toute vraisemblance, l'entreprise cherchera à habiller
une réalité assez sombre. Plan type d'analyse financière. L'expérience nous a appris que les novices sont souvent déconcertés face à la réalité de leur première analyse financière car ils ne savent pas par où commencer et vers quoi viser. Ils risquent de produire une collection de commentaires principalement descriptifs sans les relier ni vérifier leur cohérence interne, c'est-à-dire sans établir de lien de causalité. Une analyse financière est une quête qui doit être menée dans un ordre logique. Elle comprend des parties liées entre elles, et ne doit donc pas être réalisée isolément. Les analystes financiers sont des détectives constamment à l'affût d'indices, cherchant à établir une séquence logique, ainsi qu'à rechercher tout facteur perturbateur qui pourrait être un prélude à des problèmes futurs. Les questions qu'ils doivent le plus souvent se poser sont: est-ce logique? Est-ce cohérent avec ce que j'ai déjà trouvé? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi pas? Nous suggérons au lecteur de retenir la phrase suivante qui peut servir de base à tous les types d'analyse financière. La création de richesses nécessite des investissements qui doivent être financés et fournir un rendement suffisant. L'évolution des marges, et notamment les marges EBITDA et EBIT, la politique des capitaux employés, c'est-à-dire les dépenses en capital et le fonds de roulement, la politique de financement. Il s'agit d'examiner comment l'entreprise finance ses dépenses d'investissement et son fonds de roulement, soit par endettement, soit par fonds propres, soit par flux de trésorerie généré en interne. La meilleure façon de le faire est de regarder le tableau des flux de trésorerie pour une analyse dynamique et le bilan pour une photographie de la situation à la fin de l'année. Les différentes techniques d'analyse financière. L'analyse de tendance ou l'étude d'une même entreprise sur plusieurs périodes. L'analyse financière tient toujours compte des tendances sur plusieurs années car son rôle est de regarder le passé pour évaluer la situation présente et prévoir l'avenir. Elle peut également s'appliquer aux états financiers prévisionnels établis par l'entreprise. La seule façon de démêler les tendances est d'examiner les performances sur plusieurs années, généralement au moins 3 lorsque l'information est disponible. Les analystes doivent mettre en évidence toute détérioration éventuelle afin de pouvoir saisir tout signal d'alarme pointant vers les problèmes majeurs auxquels l'entreprise est confrontée. Trop souvent, nous avons vu des analystes paresseux regarder les principaux indicateurs de profit sans prendre la peine de prendre le recul et d'analyser les tendances. Néanmoins, cette approche présente deux inconvénients importants. L'analyse des tendances n'a de sens que lorsque les données sont à peu près comparables d'une année à l'autre. Il n'en est pas de même si l'activité, le modèle économique, ils ont recours massif à l'externalisation ou le périmètre de consolidation de l'entreprise change partiellement ou totalement, sans parler des modifications des règles comptables utilisées pour traduire sa réalité économique. Les informations comptables sont toujours publiées avec retard. D'une manière générale, les comptes d'un exercice sont publiés entre 1 et 4 mois après la clôture de l'exercice et peuvent ne plus avoir de rapport avec la situation actuelle de la société. À cet égard, les analystes externes sont désavantagés par rapport à leurs homologues internes qui peuvent obtenir des données beaucoup plus rapidement si l'entreprise dispose d'un système d'information performant. L'analyse comparative des entreprises similaires. L'analyse comparative consiste à évaluer les indicateurs clés de profit et les ratios d'une entreprise afin de les comparer aux indicateurs et ratios typiques, médians ou moyens,
des entreprises opérant dans le même secteur d'activité. L'idée de base est qu'il ne faut pas faire plus de bêtises que ses voisins, notamment lorsqu'il s'agit du bilan d'une entreprise. La méthode comparative est souvent utilisée par les analystes financiers pour comparer les performances financières d'entreprises opérant dans le même secteur. Par certaines entreprises pour fixer les délais de paiement des clients, par les banques pour apprécier le caractère anormal de certains délais de paiement et de certains taux de rotation des stocks et par ceux qui examinent la structure financière d'une entreprise. Cette approche a deux inconvénients. La notion de secteur est vague et dépend du niveau du détail appliqué. Cette approche analyse une entreprise en se basant sur des firmes concurrentes. Donc, pour avoir une quelconque valeur, les informations compilées auprès de différentes entreprises du secteur doivent être cohérentes et l'échantillon doit être suffisamment représentatif. Analyse normative et règles empiriques financières. L'analyse normative représente un prolongement de l'analyse comparative. Il repose sur la comparaison de certains ratios ou indicateurs d'entreprise avec des règles ou normes issues d'un vaste échantillon d'entreprises. Par exemple, il existe des normes spécifiques à certaines industries. Dans le secteur hôtelier, le coût du lit par nuit doit être au moins égal à 1 sur 1000 du coût de la construction de la chambre, où le chiffre d'affaires réalisé après 3 ans doit être au moins égal au tiers du coût d'investissement. Le niveau des travaux en cours rapporté au capitaux propre de la société dans le secteur de la construction, le niveau des ventes générées en mètres carrés dans les supermarchés. Il existe également des règles financières empiriques applicables à toutes les entreprises, quel que soit le secteur dans lequel elles opèrent et relatives à leur structure de bilan. Les obligations doivent être financées par des sources de fonds stables. La dette nette ne devrait pas être supérieure à environ 3 fois l'EBITDA. Le lecteur doit veiller à ne pas trop s'attacher à ces normes, souvent peu robustes d'un point de vue conceptuel, car déterminées à partir d'études statistiques. Ces ratios sont difficiles à interpréter, sauf peut-être en ce qui concerne la structure de capital. Après tout, les entreprises rentables peuvent se permettre de faire ce qu'elles veulent, et certaines peuvent en effet sembler agir plutôt de manière fantaisiste, mais la rentabilité est ce qui compte vraiment. Donc, nous avons 3 méthodes d'analyse financière. Il y a la méthode comparative de l'entreprise sur plusieurs années ou périodes. Il y a la méthode comparative inter-entreprise et il y a la méthode normative, donc on fixe des normes et on veut comparer les chiffres de l'entreprise aux normes du secteur ou de l'industrie de façon générale. Maintenant, on évoque la notion de notation ou de rating. Les notations de crédit sont le résultat d'une évaluation continue de la solvabilité d'un emprunteur par une agence spécialisée, principalement Standard & Poor's, Moody's et Fitch, par des banques à des fins internes pour s'assurer qu'elles respectent les ratios prudentiels et par des assureurs crédits, par exemple Euler et Hermès. Cette évaluation conduit à l'attribution d'une notation reflétant une opinion sur le risque d'un emprunt. Le risque financier provient à la fois de la capacité de l'emprunteur à honorer les paiements stipulés et les spécificités de l'emprunt, notamment ses garanties et ses caractéristiques juridiques. La notation est attribuée au terme d'un processus assez long. Les agences de notation évaluent les risques stratégiques de l'entreprise en analysant son positionnement au sein du secteur, part de marché, efficacité industrielle, taille,
qualité du management, etc. et en réalisant une analyse financière. Les principaux aspects pris en compte sont l'évolution de la marge opérationnelle, l'évolution de la pérennité du retour sur capitaux employés, l'analyse de la structure de capital et notamment la couverture des frais financiers par le résultat opérationnel et la couverture de l'endettement net par la trésorerie d'exploitation ou le cash flow. Technique de notation ou scoring. Les principes de scoring. Le scoring est une technique d'analyse destinée à réaliser un check-up préventif d'une entreprise. L'idée de base est de préparer des ratios à partir des comptes des entreprises qui sont des indicateurs avancés, c'est-à-dire à 2 ou 3 ans à l'avance de difficultés potentielles. Une fois le ratio établi, il suffit de les calculer pour une entreprise donnée et de les croiser avec les valeurs obtenues pour les entreprises dont on sait qu'elles ont rencontré des problèmes ou ont fait faillite. Les comparaisons ne sont pas faites ratio par ratio, mais globalement, les ratios sont combinés dans une fonction connue sous le nom de score Z, qui donne un score pour chaque entreprise. L'équation pour calculer le Z-score est la suivante. Voilà, Z est égal à, c'est une constante, plus la somme de bêta I fois RI, I allant de 1 jusqu'à N, où A est une constante et I les ratios, bêta I la pondération relative appliquée au ratio RI et N le nombre de ratios utilisés. Selon que le Z-score d'une entreprise donnée est proche ou très éloigné des valeurs normatives basées sur un ensemble d'entreprises en difficulté, on dit que l'entreprise en question a une certaine probabilité d'éprouver des difficultés ou de rester en bonne santé sur les périodes suivantes, période de 2 ou 3 ans. Développé à l'origine aux États-Unis à la fin des années 1960 par Edward Altman, la famille des scores Z a été très populaire. La dernière version de l'équation Z étant où X1 est le fonds de roulement total des actifs, X2 est les bénéfices non répartis sur total des actifs, X3 est le bénéfice d'exploitation sur total des actifs, X4 correspond au capitaux propres sur dette nette. Si Z est inférieur à 1,1, alors la probabilité de faillite de l'entreprise est élevée. Et si Z est supérieur à 2,6, alors la probabilité de faillite de l'entreprise est faible. La zone grise étant des valeurs comprises entre 1,1 et 2,6, le score Z n'a pas encore été remplacé par le score Zeta, qui introduit dans l'équation les critères de stabilité des bénéfices, de service de la dette et de liquidité du bilan. Avantages et inconvénients des techniques de scoring. Les techniques de notation représentent une amélioration de l'analyse traditionnelle des ratios qui est basée sur l'utilisation isolée de certains ratios. Avec les techniques de scoring, le problème de l'importance relative à accorder à chaque ratio est résolu, car chacun est pondéré en fonction de sa capacité à distinguer les mauvaises entreprises des bonnes. Cela dit, les techniques de notation présentent encore un certain nombre d'inconvénients. Certaines faiblesses découlent des fondements statistiques de l'équation de notation. L'échantillon doit être suffisamment large, la base de données précise et cohérente de la période considérée suffisamment longue pour révéler des tendances dans le comportement des entreprises et mesurer son impact. L'équation de notation doit être basée sur des données historiques d'un passé relativement récent et doit donc être mise à jour au fil du temps. La même équation peut-elle être utilisée plusieurs années plus tard alors que l'environnement économique et financier dans lequel évoluent les entreprises a peut-être considérablement changé. Il est donc indispensable que les équations de cotation soient tenues à jour. La conception des équations de notation est fortement influencée par les priorités absolues de leurs concepteurs, à savoir mesurer le risque d'échec pour les petites et moyennes entreprises. Ils ne sont pas bien adaptés à d'autres fins, par exemple prédire à l'avance quelles entreprises seront très rentables ou pour mesurer le risque d'échec des grands groupes.
Les équations de notation ne doivent donc être utilisées que pour les entreprises dont les activités commerciales et la taille sont comparables à celles de l'échantillon initial. Les techniques de notation, qui sont un moyen simple et rapide de synthétiser les chiffres, ont un intérêt considérable. Leur développement peut même avoir des effets pervers autoréalisateurs. La prise de conscience préalable du risque d'échec qui vise à fournir les techniques de scoring peut conduire certains partenaires commerciaux des entreprises à adopter des comportements qui précipitent leur disparition. Les fournisseurs peuvent refuser d'accorder un crédit, les banques peuvent faire appel à leurs prêts, les clients peuvent être plus difficiles à trouver car ils craignent de ne pas recevoir la livraison des marchandises qu'ils achètent ou de ne pas pouvoir compter sur le service après-vente. Système expert. Les systèmes experts sont constitués de logiciels développés pour effectuer des analyses financières à partir d'une base de connaissances constituée de règles d'analyse financière. Enrichies du résultat de chaque analyse effectuée, le but du système expert est de développer des signes de raisonnement proches de celles utilisées par les analystes humains. C'est le domaine de l'intelligence artificielle. Les systèmes experts sont censés analyser les données et produire des recommandations sans l'entrée d'une équation de notation. L'objectif est de développer un outil fournissant des alertes précoces en cas de faillite d'entreprise qui puisse être utilisé, par exemple, par les institutions financières. Merci et au revoir.